Donc, concernant aujourd'hui la formation sur les changements climatiques et les dangers d'extinction a trois objectifs. D'abord, analyser la conjoncture climatique actuelle, identifier les points de contact entre écologie anticapitaliste et socialisme antiproductiviste, explorer des pistes de solutions ensemble. On n'a pas des solutions toutes faites, on ne prétend pas présenter des solutions toutes faites, donc la formation aujourd'hui a pour but de construire ensemble des pistes de solutions. D'ailleurs, il y a un objectif qui est sous-jacent à toutes nos formations, c'est de préciser davantage notre base d'unité que nous avons élaborée et adoptée à notre assemblée de fondation et de renforcer, de consolider notre vision commune du projet écosocialiste afin que nous puissions, dans nos domaines respectifs d'intervention, avoir une sorte de base commune pour notre intérêt. Donc, dans l'état de la situation actuelle, c'est que la pandémie, grosso modo, a renforcé en fait le capitalisme dans toutes ses formes. On pourrait même parler des capitalismes dans toutes leurs formes. Je note qu'il y a une progression de l'exploitation productiviste de l'humain et de la nature. La pandémie n'a pas arrêté le productivisme capitaliste, même si pendant une certaine période, on a noté une baisse, par exemple, des gaz à effet de serre. La semaine passée, j'ai lu dans Le Devoir un article qui dit que la pollution a de nouveau augmenté. Une fois qu'on a passé les 3-4 premiers mois de la pandémie, la production, la pollution a continué, a repris en fait de plus belle. Il y a aussi un renforcement, une extension de la logique du profit et une continuité de l'accumulation de la richesse par la dépossession. Et un des exemples patents de ça, c'est la production du vaccin, qui a été extrêmement centralisé, localisé uniquement dans quelques centres dans les pays développés. J'inclus aussi la Russie et la Chine dans les pays développés. Ce qui fait que les pays en voie de développement n'ont pu avoir accès qu'en deuxième lieu, n'ont pu avoir accès au vaccin qu'en deuxième lieu et qui ont été obligés de payer cher aussi l'accès à des doses du vaccin, malgré certaines largesses politiquement motivées de certains régimes. Le troisième aspect du capitalisme a été le maintien de l'externalisation des coûts, c'est-à-dire par externalisation, j'entends que le coût de la pollution, le coût de l'épuisement des écosystèmes a été fait sur le dos, a été porté sur le dos, soit des écosystèmes eux-mêmes, soit des populations les plus vulnérables, en fait, partout dans tous les pays, et particulièrement dans les pays en voie de développement. Le quatrième aspect de la forme actuelle des capitalismes, c'est le renforcement de la concurrence éliminatoire et monopoliste. Aussi, un autre exemple assez évident, c'était comment je dirais, il n'y a pas eu de fusion, mais l'élimination des candidats à la production du vaccin un par un depuis le début de la pandémie pour arriver avec 4 vaccins actuellement. Hormis celui de la Russie, parce qu'il a été pas mal protégé, disons, de cette concurrence. Cinquième critère, c'était l'amplification de la marchandisation des besoins sociaux, particulièrement les besoins de santé, les besoins de vaccination actuellement en rapport avec la pandémie, du bien-être individuel, du bien-être social, ainsi que des systèmes. Et ça, on pourrait en parler plus tard pendant les débats à mener. C'est-à-dire, par exemple, la question de mettre une taxe carbone sur la pollution. Est-ce que la pollution de la nature a par elle-même un prix? Comment on quantifie en fait le prix d'une pollution, la destruction d'un écosystème ou autre?
Donc, ce renforcement du capitalisme nous amène à voir dans la crise écologique des indices, des symptômes. Je les présente ici en 4 points principaux. La crise écologique sur Terre, sur mer, dans les mers et dans l'air, ainsi que la crise écologique dans le système du vivant. Donc aujourd'hui, il y a la fonte des glaces dans les régions arctiques qui s'accélère, qui continue. Certes, ce n'est pas une fonte qui va arriver dans 2 mois, la perte, par exemple, de la calotte du Groenland, mais la fonte, elle est devenue irréversible. Et là, une partie des scientifiques commencent à parler du fait d'accepter qu'il y ait un réchauffement temporaire, en fait, de dépasser les cibles de la COP 21 à Paris pour dire on va dépasser le réchauffement climatique pendant une certaine période en espérant qu'à un moment donné, on va revenir à nos objectifs de la COP de Paris 2015, c'est-à-dire revenir au-dessous du 1,5 degré de réchauffement. On a aussi des inondations, des feux de forêt, comme on l'a vu particulièrement en Australie. La désertification continue, l'extractivisme continue. On a vu récemment aussi des annonces de certains producteurs d'automobiles électriques. La production des automobiles électriques exige beaucoup de métaux rares. Donc, ça continue. Dans les mers, il y a le réchauffement des océans qui affecte, bien sûr, la vie marine, qui affecte les courants d'air, la formation des ouragans et ainsi de suite. Il y a aussi l'acidité et la salinité des eaux qui affectent, par exemple, la pêche traditionnelle pour certaines populations, par exemple en Asie du Sud-Est, qui vivent principalement de la pêche marine, de la pêche artisanale marine. En parlant de la crise écologique dans l'atmosphère, il y a toujours l'effet de serre qui a repris de plus belle avec la reprise économique après la pandémie. On constate une augmentation du nombre des ouragans, particulièrement dans l'océan Atlantique, la dévastation que ces ouragans font chez nos voisins du Sud, aux États-Unis. On a vu aussi des crises de smog en Chine, où pendant je dirais, 2-3 semaines, certaines villes étaient vraiment étouffées par le smog. On arrive maintenant au 4e point de la crise écologique qui concerne le vivant. C'est que malgré toute la richesse, malgré l'expansion de toutes sortes de production et de surproduction, on constate qu'il y a toujours de la famine et de la malnutrition et qui s'est accentuée. On peut parler de plusieurs cas. On a recommencé à voir en Afrique un retour de la malnutrition et de la famine. La surpêche continue à épuiser les stocks marins de poissons. On assiste aussi à des extinctions massives de formes du vivant et par conséquent de la perte de la biodiversité. 9 minutes, Hassoun. Merci bien, je suis dans les temps. La pandémie, ce que la pandémie de la COVID a mis davantage en évidence, c'est qu'on ne peut plus séparer la santé des populations humaines, là où elles se trouvent, de l'environnement lui-même. On est en train de voir exactement, on est encore à la recherche de la façon dont le virus de la COVID a été transmis du monde animal au monde humain, ou du monde même végétal au monde humain. Cela dit, on constate qu'il y a de plus en plus de pandémies qui nous affectent dans notre vie quotidienne et qui deviennent de plus en plus virulentes. Après avoir constaté certains symptômes, là, on arrive plus à une lecture plus politique de la crise écologique. Elle a mis en évidence la disparité des impacts entre les pays riches et les pays pauvres. Jusqu'à regarder l'approvisionnement des vaccins, ce sont les pays riches d'abord qui ont eu et qui ont développé en fait les vaccins pour protéger leur propre population, pour ensuite approvisionner les pays en voie de développement. Il y a une précarisation accrue des femmes
des classes marginalisées. On peut prendre l'exemple au Québec des infirmières qui est un métier à majorité dominante féminin. Et on peut voir les démissions, les abandons, les absences pour cause de maladie. Alors, on peut imaginer facilement l'état dans lequel les femmes ont été, excusez-moi, soumises à une précarisation à cause de la pandémie. Bien sûr, les classes marginalisées qui ont subi en plein fouet, excusez-moi, je vais arrêter un peu. Donc, je parlais de la précarisation. La crise écologique, elle produit des migrations climatiques. Par exemple, des inondations de territoires qui forcent les populations à quitter leur lieu habituel de résidence pour aller dans d'autres pays à la recherche d'un refuge ou d'une installation tout à fait pertinente. Ces migrations climatiques, elles exacerbent en fait des tensions politiques et militaires parmi les pays concernés par les migrations. On a un renforcement, ça c'est aussi quelque chose d'assez présent, un renforcement de l'impérialisme. Les mesures sanitaires, bien que nécessaires, elles ont donné un libre cours à une sorte de retour d'une répression étatique de toute forme de manifestation politique, pas nécessairement contre le port du masque, par exemple, ou contre la vaccination, mais juste des revendications politiques. On a vu ce que ça a fait, par exemple, à la lutte des Gilets jaunes en France, ce que les mesures de sécurité couplées à la pandémie. On assiste à un retour du patriarcat, c'est une chose complètement imprévisible. J'imagine que personne n'a vu venir cela. Déjà des pays en Europe qui ont adopté des lois extrêmement restrictives, pour ne pas dire qui interdisent l'avortement, par exemple. Je pense à la Pologne, je pense à la Hongrie, qui sont des pays dans lesquels l'extrême droite est revenue au pouvoir. Et cinquième aspect de la crise écologique, c'est qu'elle dénote une crise systémique, la crise écologique, une crise du système politique lui-même, c'est-à-dire de la social-démocratie. Et ça, c'est un point, j'imagine, qu'on discutera quand il s'agit de voir quels sont les débats à mener. C'est-à-dire la social-démocratie qui était censée être ce qu'on connaît, l'État-providence, l'État qui répond aux besoins de la population. On a vu que ça a failli. 4 minutes. Très bien. Et le dernier aspect de l'état de la situation, la dernière composante, c'est quoi l'état de la mobilisation actuelle? La pandémie a affecté négativement la contestation populaire. Au début de la pandémie, on a assisté à une sorte de stagnation parce qu'on n'arrivait pas à identifier quelles étaient les règles de comportement quand on sortait dans les manifestations et dans les rassemblements de foule. Ensuite, avec les restrictions qui ont été appliquées, on a assisté à un recul de la contestation populaire ou de la participation ou de la mobilisation pour les luttes climatiques. Et maintenant, on commence à avoir une sorte de reprise. On peut voir ça dans le positionnement, par exemple, des événements internationaux qui sont menés par des organisations non gouvernementales. On peut voir ça dans la mobilisation qui vise à soutenir la participation à la conférence sur le changement climatique qui aura lieu en novembre 2021 à Glasgow, en Écosse. Prochainement, le 19 mars, il y aura une journée internationale de mobilisation organisée par les Vendredis pour l'avenir ou Fridays for Future. Quant aux actions locales, il y a aussi des actions locales, donc cette mobilisation internationale se répercute aussi au Québec. Déjà, bien avant la pandémie, il y a eu le regroupement du Front commun pour les luttes climatiques, il y a eu la déclaration d'urgence climatique, le Québec zéro émission.
toutes ces revendications, incluant celles dans lesquelles les syndicats ont participé. Moi j'ai vu dans certains textes une volonté claire de sortir du capitalisme et de parler d'une révolution nécessaire pour qu'on puisse régler les problèmes climatiques. Ça, c'était bien avant la pandémie, c'était à la fin 2019. Là, il faut voir actuellement, aujourd'hui, dans le détail, où sont ces mobilisations locales. Le quatrième aspect de la mobilisation, ça concerne en fait, merci Jean-Pierre, ça concerne en fait la mémoire des luttes, c'est-à-dire toutes ces mobilisations sont particulièrement, je dirais, démocratiques, c'est-à-dire ce sont des mouvements. Certes, il y a des organisations qui les poussent, qui les mobilisent, qui les diffusent, mais fondamentalement, ce sont des mouvements démocratiques de masse et c'est très important, en fait, de voir comment ces mouvements de masse se transforment en des organisations de résistance pour qu'elles puissent perdurer, pour que les mouvements puissent perdurer dans le temps et pour qu'ils puissent atteindre les changements voulus ou le programme souhaité. Donc, cela dit, ici, je termine en fait la première partie de l'état de la situation. On va parler tantôt de la deuxième partie. Je fais un très rapide rappel de ce dont j'ai parlé. J'ai parlé du capitalisme et de sa caractérisation. J'ai parlé de la crise écologique, des symptômes et de ses impacts politiques. Et j'ai parlé de l'état de la mobilisation actuelle. Et c'est ainsi que je conclus la première partie de ma présentation, qui est l'analyse de la conjoncture actuelle. Donc, Hassoun, si tu veux bien, on va aborder la deuxième partie de la formation. Oui, merci Lucie. Et merci pour tous vos commentaires. En fait, vos commentaires ont déjà mis la table d'une certaine façon pour la deuxième partie. Donc, je vais partager mon écran. Donc, pour les débats à mener, on commence par la vision du capitalisme. C'est un discours qui est répandu, c'est un discours et des pratiques et un mode de gouvernement. J'ai tenté de le caractériser avec cinq aspects ou 5 données. D'abord, il y a l'écofiscalité. L'écofiscalité est promue comme étant une solution financière pour orienter la production du capital vers un mode qui respecte l'environnement. C'est ça ce qu'on entend par capitalisme vert, c'est qu'on garde le système capitaliste comme il est, mais on l'incite à changer de comportement afin qu'il devienne plus respectueux de l'environnement. Il y a parmi ces modes d'orientation ou d'orientation du capitalisme, c'est la bourse du carbone, qui est un marché qui permet à des compagnies de s'échanger des crédits de pollution. Une compagnie qui ne pollue pas, qui ne remplit pas son quota de pollution, peut vendre le restant de son quota de pollution à une autre compagnie, en espérant que cet échange financier du prix de la pollution oblige les compagnies à réduire leur pollution. La deuxième composante de l'écofiscalité, c'est le marché du carbone. Le marché du carbone qui dit on va taxer les productions qui polluent, on va taxer les produits et les services qui polluent, ce qui inciterait et la population et les industries à orienter leur choix vers une consommation et un mode de production plus vert, plus respectueux de l'environnement. Ces deux aspects sont en fait une sorte de monétarisation de la nature, c'est-à-dire on considère la nature à travers la multitude de ses ressources, à travers la multitude de ses composantes, surtout la composante vivante de la nature, comme quelque chose qu'on peut monétariser.
quelque chose sur lequel on peut mettre un prix. Donc, la pollution d'un certain montant de gaz, l'émission d'un certain montant de gaz à effet de serre, on peut mettre une valeur financière. On peut mettre un prix dessus. Ou, par exemple, la destruction d'un milieu, d'un système, d'un écosystème. Cet aspect de l'écofiscalité considère qu'on peut mettre un prix dessus. Grosso modo, la gestion par le prix n'a pas en fait amené une orientation réelle du capitalisme vers un capitalisme. Pour simple raison que le système financier lui-même est un système qui est autonome par rapport à l'écosystème, par rapport à l'environnement, et qu'il est capable de se reproduire indépendamment des contraintes physiques de la nature. La financiarisation du système international du capitalisme, du capital international, a beaucoup augmenté cette indépendance. On n'a plus besoin de créer de vrais produits ou d'une richesse réelle. On a juste à spéculer sur des titres financiers, sur des actions financières. Le deuxième aspect du capitalisme vert, c'est la technophilie, que j'appelle, je pense que c'est un thème qui est accepté. C'est qu'on dit, concernant la gestion des gaz à effet de serre, particulièrement le CO2, on va développer des techniques de captation. Des techniques qui vont retirer de l'atmosphère les gaz à effet de serre, particulièrement le CO2, et on va l'enfouir dans le sol de la Terre. On va l'enfouir dans le sous-sol de la Terre. Il y a des prototypes, je dirais, de ces techniques de captation. Elles ne sont pas, puis je ne pense pas qu'elles vont l'être, elles ne sont pas tout à fait fonctionnelles, c'est-à-dire bien qu'elles permettent de capter un certain montant du CO2, ça reste toujours à un état expérimental. Les déployer à l'échelle planétaire, ça relève pour moi de l'utopie, pour ne pas dire du mensonge technologique. Le troisième aspect, c'est le remplacement des combustibles fossiles par ce qu'on appelle un biocombustible ou les biocombustibles. C'est qu'on va utiliser des terres agricoles pour produire une masse de combustibles qu'on va appeler les biocombustibles et qui vont être moins polluants que les CO2. À noter que cette approche, en fait, elle met en danger fondamentalement l'approvisionnement en aliments, la nourriture de beaucoup de pays, particulièrement les pays en voie de développement, qui ont un secteur agricole, bien qu'il soit productif, mais assez fragile, assez soumis au diktat du marché international et des bourses des produits agricoles. Donc, le biocombustible est vraiment en danger. Le quatrième aspect du capitalisme vert, ce sont les énergies de transition. On en voit au Québec un exemple assez actuel, assez pertinent, c'est l'oléoduc du Saguenay, la construction d'une usine de liquéfaction du gaz, en prétextant que le gaz, entre guillemets, naturel est un remplacement, est un bon remplacement du pétrole. Le cinquième aspect du capitalisme vert, c'est l'approche compensatoire. C'est-à-dire, je donne un exemple ici, la plantation d'arbres. Cette approche, elle se base sur un effet tout à fait scientifique, qui est que les plantes vertes, disons un arbre, pendant sa croissance, il absorbe du CO2, du gaz carbonique, il absorbe du CO2. Mais ce que cette approche compensatoire ne dit pas, c'est que d'abord, il faut beaucoup d'arbres, beaucoup plus que les 2 milliards promis par les libéraux fédéraux pour régler le problème du pipeline qu'ils ont acheté dans l'Ouest. C'est qu'à un moment donné, les arbres vont mourir, on va les utiliser peut-être pour la construction, et donc le CO2 va revenir à tout le moins dans une bonne partie dans l'atmosphère. Les arbres vont vieillir, vont mourir, ils vont relâcher leur... Donc, cette idée-là du capitalisme vert, bien que, à prime abord, elle semble une bonne solution, elle n'est pas une bonne solution, parce que d'abord, il faut des quantités énormes d'arbres, et que c'est les terres qu'on va dédier à ce type de projet
ne se situent pas dans le cercle arctique ou dans les zones nordiques. Elles vont prises dans des zones qui pourraient être utilisées pour l'agriculture, pour nourrir les populations. Le deuxième débat à mener, c'est concernant ce qu'on appelle la décroissance. C'est un discours qui est présent aujourd'hui, qui est fondamentalement basé sur la régulation de la consommation individuelle. C'est-à-dire, ce sont les citoyennes et les citoyens qui prennent en main leur mode de vie afin de réduire leur impact sur les systèmes écologiques, en commençant par des comportements tout à fait quotidiens, comme le recyclage, le compostage. Mais cette décroissance telle qu'elle est vue par le capitalisme, c'est qu'elle maintient le consumérisme. Elle maintient le consumérisme de masse. Et pour maintenir ce consumérisme de masse, il faut maintenir et élargir l'accès au crédit. Il faut que les gens continuent à consommer parce que le capitalisme continue à produire et des produits et des services qu'il faut consommer. Et la décroissance, comme présentée par le capitalisme vert, c'est qu'elle évacue la question de la propriété des moyens de production. Ce sont toujours les mêmes firmes, les mêmes compagnies, les mêmes industries qui produisent les mêmes objets, les mêmes produits dont on n'a pas foncièrement besoin. C'est juste pour augmenter toujours la marge de profit. Par contre, bien que j'ai les trois premiers aspects de la décroissance, une critique de la décroissance, mais le débat à mener aujourd'hui, c'est sur la possibilité d'une décroissance écosocialiste, d'une décroissance qui est planifiée, démocratiquement planifiée, décentralisée, une décroissance qui assure les besoins fondamentaux des gens, de toutes les populations, dans une perspective d'équité et locale et internationale. Et c'est un des débats à mener. 10 minutes. Merci Jean-Pierre, je suis. Le troisième aspect des débats à mener, c'est l'orientation écosocialiste dans le mouvement écologique. Une des interventions qui ont été faites dans la première partie, c'est qu'il y a une reprise, à tout le moins, des luttes écologistes. Et on se questionne, nous, comme révolution écosocialiste, sur notre place là-dedans. Et je propose ici quatre aspects de l'orientation écosocialiste. C'est que pour réussir une lutte, qu'elle soit locale ou régionale, il faut qu'on la transforme en lutte nationale. Moi, je considère, par exemple, que la lutte contre le pipeline du Saguenay, le gazoduc du Saguenay, elle n'a pas encore réussi à se transformer en lutte nationale. Elle est toujours confinée à son aspect local et régional. J'espère qu'avec une sortie de la pandémie, on pourrait le faire. C'est comme un critère fondamental pour que toutes les luttes puissent converger et pour qu'on puisse avoir une sorte de rapport de force et de pouvoir populaire pour infléchir le mouvement écologiste vers une orientation écosocialiste. Le deuxième aspect, c'est de renforcer la perspective anticapitaliste des programmes écologistes. On a parlé durant les interventions concernant la première partie de la conscientisation des populations, et je pense que c'est une perspective importante, de donner une perspective anticapitaliste au programme écologiste, créer une rupture avec le discours du capitalisme vert. On ne peut pas accepter que le capitalisme vert continue à être présenté comme étant la seule alternative. Je pense que l'orientation écosocialiste écologiste, c'est qu'elle doit renforcer l'aspect anticapitaliste des luttes. Ce qui nous mène à considérer la convergence des luttes. Aussi, pendant la première partie, les commentaires relevant de la première partie, on a parlé, par exemple, des luttes antiracistes.
On parlera des luttes autochtones aussi. On parlera des luttes féministes dans le care, dans le soin. Donc, une orientation écosocialiste prendra en compte la nécessité de la convergence des luttes. Et le quatrième point, c'est une alliance aux revendications écologistes autochtones. Pourquoi je dis revendications écologistes autochtones? Parce qu'on a vu le pouvoir, par exemple, des luttes autochtones de perturber le système capitaliste. Par exemple, la lutte de la nation Wet'suwet'en dans l'Ouest, qui a réussi à bloquer pendant un bon bout de temps la circulation des marchandises, la logistique, en fait, capitaliste, presque dans tout le Canada, en fait, pas uniquement dans l'Ouest, notons pas en Colombie-Britannique. Et que cette alliance aux revendications écologistes autochtones, elle dénote une critique aussi des nations autochtones qui sont favorables. Il y en a quelques-uns, il y en a quelques nations, ou à tout le moins des groupes dans les nations autochtones qui sont favorables aux énergies fossiles, c'est-à-dire qui ont adhéré, qui ont adopté une logique capitaliste. Et moi, je considère qu'on devrait faire cette analyse critique du positionnement des nations autochtones par rapport au capitalisme et de ne pas prendre toutes les nations autochtones comme un bloc uniforme qui prend soin de la terre, qui a entre guillemets naturellement un penchant pour la protection de l'environnement. J'arrive à la conclusion, donc en 4 points. La construction d'une majorité populaire pour l'alternative socialiste, l'articulation des luttes anticapitalistes, féministes, antiracistes et décoloniales, la promotion d'un syndicalisme combatif, démocratiquement auto-organisé par la base, une rupture avec la social-démocratie et la logique de concertation. Et je vous soumets des questions pour qu'on puisse amorcer nos débats sur les débats à venir. Quelles sont les transformations nécessaires à la sphère du travail pour une transition écosocialiste? Que faire des industries polluantes, secteur financier, secteur public, agriculture, commerce, ressources naturelles et du transport? Comment nous voyons le rôle de l'État dans une transition écosocialiste? Comment les collectivités pourraient-elles participer pour promouvoir la transition? Comment rendre la décroissance écosocialiste? Pourquoi le capitalisme ne peut pas se réformer? Et quelles sont les conditions pour que l'indépendance du Québec réalise le projet écosocialiste? En guise d'approfondissement de nos réflexions, j'ai ici des propositions d'ouvrages, des monographies et des articles. Je vous propose donc le livre de Ian Angus, Face à l'Anthropocène, un livre de Emma Battel-Lohman et Adam Barker, Settler, Identity and Colonialism. Le livre d'Alain Deneau, Bande de colons. Un livre de Malcolm Ferdinand, Une écologie décoloniale. Le livre de Naomi Klein, Tout peut changer. De Michael Lowy, Écosocialisme. De Daniel Tanuro, Trop tard pour être pessimiste. Un article de Normand Baudet, Louise Constantin, j'ai fait une erreur ici, et Lucie Mayer, Québec solidaire en faveur d'une armée, un choix contre nature qui critique la perspective militariste, en fait. C'est une bonne introduction pour une réflexion